Si tu ne veux rien manquer de l'Open Australie 2022, une vidéo tous les jours jusqu'à la finale, eh bien abonne-toi à cette chaîne, mon très cher Goth. La carcasse de Rafael Nadal se porte très bien, merci pour elle, jusqu'à remporter le titre. C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Novak Djokovic de son côté qui est banni pendant 3 ans d'Australie après son expulsion, et les biceps monstrueux de Carlos Alcaraz. C'est le programme explosif de votre premier digest de l'année, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. On se retrouve juste après ça. Et on attaque ce côté réseau, premier côté réseau de l'année avec l'affaire Novak Djokovic qui vous a hanté pendant des jours et des jours en préambule de cette Open Australie. On va aller très vite, j'ai pas envie de vous saouler non plus avec cette histoire, mais il y a vraiment des conséquences à cette expulsion et notamment un bannissement de 3 ans du territoire australien suite à cette annulation du visa qui a été confirmée par la justice. Donc on le voit en violet, le gouvernement australien vient de confirmer que l'annulation de son visa impliquait une interdiction d'entrée sur le territoire de 3 ans. En bleu, l'annulation de son visa a été confirmée par la Cour fédérale, ce qui fait qu'il sera interdit d'entrer dans le pays pendant 3 ans. Et en orange, il y a quelques raisons impérieuses qui peuvent être examinées, mais tout cela est hypothétique à ce stade. Toute demande sera examinée selon ses mérites. Notez également que son expulsion du territoire australien n'est pas conditionnée au fait qu'il ait proposé des mauvaises preuves, que son test soit un petit peu suspect. Non, c'est simplement que, donc en jaune, la présence en Australie de Djokovic pourrait encourager le sentiment anti-vaccination et déclencher une recrudescence des troubles civils carrément, a affirmé le ministre de l'immigration Alex Hawke, le faux dans un document présenté devant la justice. Donc imaginez, un joueur de tennis aussi iconique soit-il, Novak Djokovic en l'occurrence, il est capable, comme ça, par sa seule présence, par sa seule aura, il est capable de détourner des millions de personnes de la vérité sainte actuellement, qui est de passer par la case injection. Bref, dans cette histoire, comme je vous le notais dans un tweet, malgré les erreurs de jugement et les explications bancales, peut-être les mensonges de Novak Djokovic, pas sûr que ce soit lui qui passe le plus pour un con quand on réexaminera cette affaire d'ici quelques années, pas sûr du tout même. Alors, si on doit faire une synthèse de cette histoire un petit peu scabreuse, je dirais d'abord dans un premier temps que, alors qu'on voit Novak Djokovic en train de poser pour des selfies pour la première fois de sa vie avec un masque, c'est que on a eu des erreurs clairement de la part du clan Novak. Clan Novak, je dirais, donc Novak et Tennis Australien, qui a vraiment tout fait, qui a poussé pour que Novak Djokovic puisse disputer ce tournoi. On a senti aussi que pour Tennis Australia, pour les organisateurs de l'Open Australie, certains joueurs sont plus forts que le tournoi en lui-même, et ça c'est franchement assez dramatique, je trouve, pour l'avenir du tennis. Donc Novak, il a été poussé, il a été convaincu qu'il pouvait disputer le tournoi, sinon il se serait jamais présenté dans la fosse au lion comme il l'a fait pendant 11 jours. On a vu également dans un deuxième temps l'instrumentalisation politique dont Novak Djokovic a fait l'objet dans cette histoire. Je pense que le clan Novak et Tennis Australia ont mal lu la pensée globale australienne, ce que le gouvernement potentiellement allait pouvoir faire également de cette affaire. Ils se sont servis clairement de Novak Djokovic pour faire un exemple et pour asseoir une certaine politique en matière de protection anti-Covid, et on a aussi des réélections qui pointent le bout de leur nez, donc clairement cette affaire elle est tombée à brûle pour point. Et puis dans un dernier temps, je dirais que quelque chose qui est vraiment ressorti de cette affaire, c'est l'hystérie collective qu'il peut y avoir quand vous avez des affaires comme ça, qui sont traitées minute par minute. Il faut avoir la dernière breaking news, il faut surfer dessus, il faut la commenter, il faut avoir de l'hystérie, il faut avoir des positions extrêmement tranchées. On l'a vu avec Daniel Riolo par exemple, mais il y a eu d'autres journalistes qui ont fait la même chose, que ce soit en France ou à l'international, et je trouve que ça porte extrêmement préjudice au traitement global, à la distance qui est nécessaire quand vous traitez d'une affaire pareille. On a vu qu'il y avait énormément de nuances de gris, que ce soit chez Novak Djokovic ou Tennis Australia, même le gouvernement. Voilà, toute cette affaire, elle a été extrêmement complexe à traiter. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, la vérité elle s'est située entre les deux, et je trouve personnellement que ce traitement minute par minute, il est dangereux, il est cancer pour avoir une réflexion saine, distanciée et raisonnable. On enchaîne à deuxième info dans ce côté réseau. Les conséquences de cette affaire Novak Djokovic vont être extrêmement nombreuses. On a d'abord donc cette menace d'avoir un bannissement de 3 ans du territoire australien. Alors s'il s'injecte d'ici là, peut-être que l'année prochaine il pourra disputer le tournoi. On a également donc cette place de numéro 1 mondial qui est menacée. Si Medvedev ou Zverev remportent l'Open d'Australie cette année, eh bien ils seront numéro 1 mondial, donc que ce soit Medvedev ou Zverev, donc on a vraiment cette menace. Et puis on a à Roland Garros la possibilité que si les mesures restent comme elles le sont là actuellement mi-janvier, eh bien Novak Djokovic ne pourra pas disputer le tournoi non plus. Du coup, j'en profite pour vous poser la question dans les commentaires, qui voyez-vous être le prochain numéro 1 mondial? Est-ce que ce sera Daniil Medvedev ou est-ce que ce sera Alexander Zverev, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Casper Ruud, Cameron Norrie éventuellement, on ne sait pas, on est complètement démunis face à cette question. Bref, on a Daniil qui a un Master 1000 d'avance à peu près sur Zverev, mais si Sacha remporte l'Open Australie, sera numéro 1 mondial. Perso, je vais un petit peu tricher sur cette question, et je vais vous dire que les deux vont être numéro 1 mondial cette saison. On enchaîne, dernière info dans ce côté réseau, et la musculature impressionnante de Carlos Alcaraz. Alors Carlos Alcaraz, il a dit qu'est-ce que tu as foutu cet hiver, Carlos? Eh bien, j'ai bossé mon physique comme un damné, j'ai soulevé de la fonte, j'ai
j'ai soulevé le 3 fois mon poids. Alors regardez-moi ces biceps qui sont absolument lunaires, et puis aussi le cuisseau du Alcaraz, franchement, ouais, c'est bien galbé. Hein. Donc on rappelle, hein, Alcaraz, c'est 18 ans, c'est un physique déjà d'homme, un physique mature, hein, des capacités tennistiques qui sont au-dessus de la moyenne, un coup droit phénoménal, on l'a vu impressionnant encore cette nuit lors de son premier tour, et puis des objectifs affirmés pour la saison 2022, c'est la participation à l'ATP Finals. Alors pourquoi pas, clairement, il y a évidemment du chemin à faire, il faudra faire des grands résultats, que ce soit en Grand Chelem ou en Master 1000 pour engranger un maximum de points, mais clairement il est sur la voie du succès, et puis il y a cette filiation forcément avec Rafael Nadal dont on va parler d'ici quelques instants, le grand format tactique sur Rafa, et ce tweet de Gaspard Ribeiro Lanza qui nous dit l'Open d'Australie 2022 sera le tout premier tournoi du Grand Chelem de Rafael Nadal sans Roger Federer et Novak Djokovic dans le tableau. Alors est-ce que ce serait pas une opportunité pour Rafael Nadal, l'occasion ou jamais de remporter un deuxième Open d'Australie? On en est loin à l'heure actuelle, mais on va analyser ce qui s'est passé en profondeur cette nuit face à Riron. Et on attaque ce coin tactique. Rafael Nadal peut-il remporter l'Open d'Australie 2022 après tant de mois d'absence, et donc un pied qui pose des questions, un physique aussi qui pose des questions, les matchs qui sont très longs, on se demande si Rafael Nadal peut tenir, peut les enchaîner. Bref, on a eu un premier élément de réponse dans cette première palette, c'est le deuxième coup de raquette de Rafael Nadal. Alors attention, 92% de ces deuxièmes coups de raquette, on a vu la stat au milieu du deuxième set, était joué sur son coup droit, et même plus largement, il a remporté, tenez-vous bien, 84% de points derrière sa première balle. Et puis j'ai trouvé aussi, alors là il va mettre un missile téléguidé, télescopique dans la Lulu, et il va complètement clouer Riron. J'ai trouvé que il avait réussi aussi à mettre pas mal d'horizontalité dans ses accélérations, pas forcément beaucoup de lift, on le voit sur terre battue, il use et il abuse du lift, mais sur les surfaces rapides intermédiaires, est-ce que ça existe encore les surfaces rapides, mais les surfaces intermédiaires, il a tendance à aplanir un peu ses trajectoires pour prendre de vitesse son adversaire, et ici il l'a parfaitement bien fait dans cette séquence et dans le match globalement. Deuxième palette, même si Riron n'a pas constitué un adversaire formidable, flamboyant pour cette mise en route, ce premier tour de Rafael Nadal, je voulais observer précisément les démarrages de Rafa, et ici sur cette course on l'a vu plutôt pas mal, il arrive bien sur la balle, son petit jeu, sa petite main, sa clairvoyance, son calme en toutes circonstances, même si on l'avait vu l'année dernière contre Tsitsipas, avec le tie-break qui choque complètement dans le troisième set, et du coup ensuite on a une remontada du grec. Ici on l'a vu beaucoup plus apaisé, alors après c'était que Riron en face, c'était que un premier tour. Riron clairement il a déjoué dans des moments importants parce que c'était Rafa Nadal en face, donc il peut toujours compter là-dessus, même si évidemment il faudra passer un minimum de temps sur le court pour garder des forces sur les matchs qui comptent, pourquoi pas contre Hurkacz, pourquoi pas contre Zverev. Un troisième élément que je voulais vous montrer et qui est assez peu discuté je trouve dans les conversations tennis, c'est l'anticipation. C'est quelque chose qui est fondamental dans le tennis, c'est-à-dire que si vous arrivez avec une demi-seconde, une seconde d'avance sur la balle, vous avez plus de temps pour vous organiser, plus de temps pour choisir votre bonne zone, et on le voit, Rafael Nadal, il fait penser, vous savez, à ces défenseurs italiens des années 80-90, le Catenaccio, les Baresi, les Maldini, c'est-à-dire que le mec, il est plus très rapide, son premier pas est défaillant, physiquement on se pose des questions, mais la lecture de jeu, l'anticipation du gars, ici il va déjà partir sur sa droite, il sait que Riron en début de match, il va plutôt aller choisir cette zone sûre plutôt que d'aller s'engager longue ligne, donc il va anticiper, il va un peu aspirer la balle à lui, ça c'est vraiment la clairvoyance des génies de ce jeu, les Roger, les Rafa, les Novak Djokovic, qui est peut-être le maître en la matière pour sucer le cerveau de ses adversaires. Et pour Rafa, cet aspect du jeu, ce sera fondamental pour essayer d'aller loin dans ce tournoi, c'est-à-dire bien lire, bien anticiper, compenser ce premier pas qui est un petit peu défaillant maintenant, qui n'est plus celui de ses jeunes années. Il est capable d'avoir une couverture de terrain monstrueuse, quand il est lancé, quand il est en mode dragster, il arrive à faire encore des défenses assez incroyables, puis il a beaucoup de force pour ramasser des balles qui sont très très loin au niveau de sa portée. Et le jeu défensif, l'art défensif, c'est quelque chose que Rafael Nadal a masterisé dans toute sa carrière, c'est un monstre défensif, et ça passe aussi par une relance efficace. Ici on l'a vu dans ce match, 47% derrière la première balle adverse et une capacité à aller toucher des zones extrêmement proches de la ligne de fond, un petit peu à la Daniil Medvedev, un petit peu également à la Dominic Thiem qu'on embrasse. On sait que sa carrière d'influenceuse est sur le bon chemin, et donc ici on voit un retour extrêmement long, extrêmement profond. Riron qui va être surpris, qui va faire une faute en longueur, donc vous voyez, même si Rafael Nadal là il est à 5 mètres de la ligne de fond, et bien il va réussir à trouver de la force, trouver de la cadence, repousser son adversaire, et surtout la clé ici pour Rafael Nadal, c'est de reprendre le contrôle du point immédiatement après le service. Riron qui est pas un super serveur, mais donc bref, vous visez très très loin sur votre premier coup de raquette, ensuite un replacement express au milieu du court et un deuxième coup de raquette qui va immédiatement essayer de creuser des tranchées, de faire des différences, que ce soit dans le côté ouvert, dans le contre-pied. Voilà, il va réussir à trouver des solutions, il va imposer sa force, sa puissance physique. Le but c'est pas de faire des rallyes pour Rafael Nadal, donc il y a un schéma de jeu qui est simple, qui peut être efficace, mais c'est
passer le moins de temps possible sur le court et assassiner son adversaire en 1-2 coups de raquette. Néanmoins, les fans de Rafa, calmez-vous, détendez-vous, on a quand même des questions qui se posent. La première, c'est est-ce qu'il va réussir à servir comme ça pendant 6 matchs, encore 6 matchs, s'il arrive jusqu'en finale bien sûr. Là, il va réussir à tomber un ace sur 7 balles de débreak. On l'a vu hein, en difficulté pour conclure le 7-2, le 7-3 aussi. Ça cogite un petit peu. On a ces petites failles mentales hein, qui arrivent sur la fin de carrière chez Rafael Nadal, qui était pourtant un monstre en la matière dans ses matchs face à Roger Federer. Contre Novak Djokovic, on a senti que c'était plutôt Novak qui avait l'ascendant à ce niveau-là, même si attention, hein, Nadal c'est un monstre mental de ce jeu, et on a encore et toujours, même si ces premiers matchs de l'année sont rassurants, on a cette question physique. Est-ce qu'il va réussir à tenir le coup, le choc, face à des joueurs qui sont dans leur prime physique à 23, 24, 25 ans, les Hurkacz, les Zverev, d'autres joueurs aussi dans cette première semaine. En tout cas, Nadal, vraie curiosité de ce tournoi. Il avance un peu masqué, hein. Je sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais là, avec Novak Djokovic qui a été expulsé, qui jouera pas l'Open d'Australie, on sent que Nadal, son prestige, son palmarès parle pour lui. Il est pas favori clairement, il est en position d'outsider. C'est peut-être plus confortable pour lui, en tout cas à surveiller Rafa, ça va être extrêmement excitant. Et on enchaîne avec la reco du jour, les matchs ne manquer sous aucun prétexte la nuit prochaine en Australie, mais d'abord un petit crochet sur le Utip qui est toujours à votre disposition. Il y a déjà pas mal de personnes qui aident au soutien, au développement de la chaîne, c'est hyper important. Là, la situation, elle est encore précaire hein, pour 2022. J'ai pas l'assurance de pouvoir terminer l'année et à pouvoir vous faire des quotidiennes comme ça sur les grands événements, sur les Master 1000, sur les grands chaînes. Donc si vous souhaitez aider, n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis c'est un soutien essentiel pour la survie de la chaîne. On bascule sur les rencontres et on a du lourd la nuit prochaine. Et oui, on va pas dormir énormément. Hugo Gaston, d'abord à surveiller face au local Christopher O'Connell. On a également un magnifique Murray Basilashvili à 5h du mat, ça a piqué. Aussi en backup, hein, le Emil Rusovori, Félix Auger-Aliassime que j'ai placé parmi mes outsiders du tournoi. Bref, de la régalade. On se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du café.